En mai 1819, Tua et son petit-fils Matalii se préparent à partir à la pêche. Un banquet est organisé à l'occasion du baptême de Pomaré II. 5 à 6 000 convives sont attendus pour l'occasion et toute la population de Tahiti se mobilise pour la préparation de l'événement. Pau, dis-moi, où as-tu trouvé ce chapeau de popa que tu portes à chaque fois que tu pars à la pêche ? Un sourire malicieux illumine alors le visage de Tua, marqué par les sillons du temps. Il croise les jambes et comme il le fait chaque fois qu'il va débuter un long récit, il se caresse le menton et lève les yeux vers le ciel. Soudain, mon cousin Matari m'interpella en me montrant du doigt l'horizon. Au large, là où il n'y avait jamais rien eu que la ligne de séparation entre la mer et le ciel, on distinguait désormais une nouvelle île qui paraissait en mouvement, une île flottante. Personne n'imaginait que c'était un bateau ? Demande Matari, déjà suspendu aux lèvres de son grand-père. Pas tout de suite. Il faut que tu saches que nos grandes pirogues, même si elles pouvaient embarquer des centaines d'hommes, n'avaient que 2 quilles au lieu d'une. Elles étaient beaucoup plus basses, n'avaient ni pont, ni cale, ni cabine. Et surtout, elles ne possédaient qu'une voile. Et puis, dans nos anciens mythes, les îles se déplaçaient comme des navires. Alors, pourquoi pas des îles flottantes ? Nous prenions les grandes voiles tendues, accrochées à 3 mâts pour des arbres, et la proue du navire pour une sorte de rocher. C'était à l'époque le plus grand objet flottant jamais croisé dans nos eaux. Une sorte d'immense pirogue, sans balancier, plus longue que notre grand phare époté familial. Des lianes tendues descendaient comme une toile d'araignée du sommet de l'arbre vers le rebord de l'étrange apparition. Une bande jaune entourait le tout, entre la ligne de flottaison et la rangée de petites portes d'où sortaient des troncs noirs et creux de l'intérieur. Des troncs qui par la suite feraient des dégâts sanglants et crachant le tonnerre sur les miens. Mais les choses commencèrent à se gâter rapidement. Ils n'arrivaient plus à contenir l'arrivée des nôtres sur le pont. Ils commencèrent à repousser ceux qui tentaient de s'emparer d'une gourde, d'un couteau ou d'un chapeau. Certains tentaient même de récupérer les clous, les cordages ou tous les éléments accessibles et mobiles sur le navire. Nos manières semblaient devenir de plus en plus inconvenantes, car le chef changea de ton et d'attitude. Il se mit à s'agiter en criant, et les êtres s'activèrent instantanément. Ils tiraient sur les lianes, montaient, descendaient, une agitation qui amenait l'île pirogue à prendre de la vitesse. On s'éloignait dangereusement du rivage. Alors la plupart des hommes sautèrent par-dessus bord, de peur d'être emportés. Mais tu connais ton grand-père, il ne pouvait pas partir comme cela. Et pendant que l'un d'eux était en train de faire des signes à l'une de nos femmes qui se tenait debout sur une pirogue, je m'emparai de son chapeau et je sautai à l'eau. Je nageais aussi vite que je pus, le couvre-chef entre les dents. Pour moi, l'important, c'est que je m'étais emparé du couvre-chef d'une de ces divinités et quelle ne fut pas ma surprise de réaliser qu'il ne se décomposait pas au contact de l'eau comme la plupart de nos étoffes. Puis, je l'ai posé sur mon marin comme un objet de dévotion. Je pensais avoir acquis une partie du mana de ces divinités en m'en emparant. Il m'a d'ailleurs attiré un temps le respect des gens de mon clan. Et puis, au fil des lunes, tellement d'objets nouveaux ont été introduits par tellement d'autres grandes pirogues venues d'autres mondes qu'il en avait perdu de sa valeur. Alors je me suis dit qu'il était après tout mieux sur ma tête. En fait, tu pensais qu'il était sacré ? C'est un peu cela. Pourquoi crois-tu que notre roi a renié aussi rapidement notre ancienne religion pour celle des Popas ? Il a sans doute compris que c'était dans l'intérêt de son trône et dans celui de sa famille de s'allier avec ce peuple. Devenir un grand roi, avec le soutien des Popas, protégé par le dieu des missionnaires, accroître sa puissance sur Tahiti. Ça vaut bien une cérémonie religieuse. As-tu pensé à cela ? L'île Pirogue. Pourquoi ce nom ? Que désigne-t-il ? Le navire est tellement grand, comparé aux pirogues, qu'il est pris pour une île flottante. La réalité est une chose, la vision que nous en avons en est une autre. Quand on voit des choses inconnues, notre esprit a tendance à les rapprocher de ce qu'il connaît déjà. Ainsi le navire, qui paraît immense aux yeux des Tahitiens, devient une sorte d'île flottante. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'aux yeux des anciens Polynésiens, une pirogue, c'est une île qui se déplace. On y vit avec les règles de la société. Que sont en réalité les grands arbres, cette sorte de rocher que forme l'avant du navire
Les lianes, semblables à des toiles d'araignée qui descendent du sommet de ces arbres, les troncs d'arbres creux qui crachent le tonnerre. Les grands arbres, ce sont, vus de loin, les mâts avec les voiles. Le rocher, c'est la proue du navire. Les lianes, formant des toiles d'araignée, ce sont les cordages. Les troncs, creusés à l'intérieur, qui crachent le tonnerre, ce sont les canons. Qu'est-ce qui a poussé Toua à voler le chapeau du Popa? Toua pense, grâce à ce chapeau, acquérir une partie du mana de ces divinités que sont, selon lui, les Popas. Il croit même qu'il est sacré. Mais avec le temps, ce chapeau va devenir un objet purement utilitaire. À présent, il lui sert simplement à se protéger du soleil quand il va à la pêche. Dans quel but, d'après l'auteur, le roi Pomaré II a-t-il décidé de se convertir et de se faire baptiser? Pomaré II veut devenir un grand roi. Il pense qu'avec l'appui des Popas, en s'alliant avec eux, il pourra accroître son prestige. Il pense également qu'il sera protégé par le dieu des missionnaires. Dans ce récit, il est question de deux événements qui ont marqué l'histoire de Tahiti et plus largement de la Polynésie. Lesquels? Il s'agit, le 17 juin 1767, de la découverte de Tahiti par le navigateur anglais Samuel Wallis et du premier contact de la population tahitienne avec les Popas dans la baie de Matavai. Puis en mai 1819, du baptême du roi Pomaré II lorsque ce dernier adopte la religion protestante. Autre interrogation. Comment s'est passé ce premier contact avec les navigateurs européens et la population de Tahiti? Reporte-toi dans tes recherches à cette année, 1767, de l'histoire de la Polynésie française.